Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Plus proche de vous sur les ondes de Choc FM 105.1, un portrait longue durée de celles et ceux qui font bouger les lignes ici chez nous à Toronto et en Ontario, puisqu'aujourd'hui on va se rendre, une fois n'est pas coutume, à Windsor pour découvrir mon invité. C'est Doreen Chumle que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi pour retracer son parcours inspirant et apprendre à mieux la connaître et découvrir ou redécouvrir les programmes et l'organisme qu'elle dirige aujourd'hui, Épelle-moi Canada. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, on va présenter bien entendu l'organisme et, comme le veut la coutume de l'émission, évidemment, quelques sélections musicales de Doreen vont émailler l'émission qui vont nous permettre de revenir en arrière et d'évoquer quelques souvenirs. Bonjour Doreen, Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. ça va bien? Oh, ça va super bien. C'est la saison estivale, ça ne peut que bien aller. Absolument. Alors, on se connaît depuis quelque temps, mais on n'a pas eu l'occasion encore de vraiment faire connaissance dans le détail. Et je suis très content d'avoir cette occasion, cette opportunité de le faire en radio, également en vidéo sur notre page YouTube. Doreen, si on revient en arrière, peut-être à l'origine, tu es originaire du Cameroun Oui, et tu es arrivé déjà il y a pas mal d'années au Canada, je crois. oui, depuis 2006, j'ai immigré au Canada en provenant de l'Allemagne, Alors, puisqu'avant, c'est ça, tu as un parcours tout à fait intéressant, international, particulier. Avant de parler de ces choix et de comprendre un petit peu mieux quel a été ton parcours, parle-moi un peu de toi au Cameroun. Tu es né, tu as grandi dans quelle région à peu près? alors, je suis la cinquième d'une famille de 6 enfants, la dernière fille. Je suis née à Douala. J'ai vécu toute ma vie d'abord en Dogbon, un quartier dans la région de Bassa, et ensuite à la Cité des Palmiers, la banlieue la plus cool de Douala, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai grandi toute mon enfance là et dans une famille normale, mais où mes parents mettaient beaucoup l'accent dans l'éducation. Pour mon père, il croyait un peu comme à la pensée de Nelson Mandela, selon laquelle l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors ça, c'était la philosophie de papa à la maison, école, 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 école. Donc, plusieurs personnes ici originaires du Cameroun se reconnaîtront dans cela parce que au Cameroun, les parents mettent beaucoup trop d'emphase sur l'éducation, ce qui est très bien d'ailleurs parce que à la fin de la journée, quand tu es jeune, tu ne comprends pas cela, mais quand tu grandis et que tu prends du recul, ça fait du sens. Mais peut-être c'est la façon dont on le met en évidence qui n'est pas toujours la façon optimale. Alors, donc, j'ai passé toute mon enfance au Cameroun jusqu'à mes 18 ans où j'ai eu mon baccalauréat, le diplôme d'études secondaires, Oui. et je me suis dirigée en Allemagne pour rejoindre mes frères à Berlin. D'accord. Alors, je comprends déjà mieux ton intérêt, évidemment, pour la sphère éducative et ta passion pour l'enseignement. C'est un héritage familial, je pense. Puis, le principe de l'émission, c'est d'essayer de tirer des leçons et des enseignements qui vont être inspirants pour nos auditeurs. Alors, on a commencé déjà par une très belle citation de Nelson Mandela. J'espère qu'on aura d'autres beaux moments comme cela pour nous inspirer. Tu pars donc en Allemagne rejoindre tes frères. Ben, on comprend la raison, mais pourquoi eux s'y trouvaient-ils particulièrement? Est-ce qu'il y a des liens culturels ou traditionnellement, il y a des liens entre le Cameroun et l'Allemagne? Oui, disons que déjà à l'origine, c'était plus facile pour obtenir un visa d'études quand tu étais étudiant pour quitter le Cameroun, que ce soit pour aller en Allemagne ou en France. En France, avec les années, c'est devenu un peu plus complexe, mais en Allemagne, c'était un peu plus facile à l'époque quand tu avais une bonne note au niveau de ton baccalauréat, de ton diplôme d'études secondaires. Tu faisais des cours de langue déjà pour t'imprégner parce qu'il fallait apprendre l'allemand. Alors, une fois que tu remplissais ces critères, c'était quand même pas mal facile pour avoir un visa d'études. Le plus gros handicap, c'était vraiment le facteur langue. Mais si tu es quelqu'un qui n'est pas tellement
qui est à l'aise avec les langues, son intégration devient un peu plus facile. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai rejoint mes frères en Allemagne. Ils étaient aussi des étudiants, un dans le domaine de la biotechnologie et l'autre dans le domaine de l'électrotechnique. Et moi, je suis partie plutôt dans le monde des affaires parce que en Allemagne, justement, j'ai étudié Wissenschaft, donc sciences économiques en allemand, et je parle allemand et je prêche Deutsch. Je n'ai pas oublié encore là. Alors, j'ai beaucoup oublié mon allemand, mais j'imagine que... tu parles aussi allemand. Sprichst du Deutsch? Ja. Mais une fois que tu repars dans le bateau, je pense que ton cerveau se rappelle et puis tu reprends la langue tout doucement. Mais tu y as vécu plusieurs années, hein, n'est-ce pas, en Allemagne? Oui, j'ai vécu 4 ans en Allemagne. Ouais. J'ai fait mes études en Allemagne, mais je n'ai pas terminé totalement mes études parce que j'ai quitté pour rejoindre mon époux ici au Canada. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai quitté l'Allemagne pour me retrouver au Canada. Alors, avant d'ouvrir la page Canada et de parler de toute ta carrière ici, qu'est-ce que tu retiens en 2 mots, peut-être justement en termes d'enseignement, en termes d'éducation et culturellement ce que tu as pu observer comme différence et comme, j'allais dire, comme enseignements qui seraient intéressants pour nous de connaître pour celles et ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Allemagne? Alors, je dirais aujourd'hui, une des personnes que je suis devenue aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'Allemagne. Il faut reconnaître que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident déjà. Là, je parle là des années 2003 et tout. Donc, l'intégration n'est pas tellement évident. Et tu développes une certaine résilience face à certaines situations qui te transforment. Et rappelle-toi toujours, c'est quoi mon objectif? Pourquoi je suis là? Et c'est pas évident, c'est pas facile, mais d'un autre côté, il y a ce côté travailleur que la culture allemande a. Il faut travailler fort, comme c'est le mindset qui est dans chez ce peuple. On travaille dur pour atteindre ce qu'on a. Et une fois que toi-même tu es dans ce mindset, je pense que tu réussis à t'intégrer dans la société. Quand je dis intégrer, c'est à comprendre un peu le mécanisme et faire avec. Est-ce que ça va être évident? Non, il y aura toujours. Il y a plusieurs fois où j'ai été victime du racisme ou quoi que ce soit et c'est tout à fait normal. Pas que c'est normal que je sois victime du racisme, mais la société à ce moment-là n'était pas encore tellement ouverte comme aujourd'hui par rapport à la diversité. Ça, il faut aussi le comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je repars en Allemagne, la situation a tellement changé. Ah oui, vraiment, tu as observé une belle évolution là pour... Oh là là, c'est devenu un très beau mélange, un melting pot, je dirais, comme la société a culturellement changé et même les conditions de vie comme immigrant, quand tu étais étudiant, quand tu finissais tes études, tu devais rentrer, tu avais peut-être 3 mois pour quitter le territoire. Aujourd'hui, ils ont mis des pratiques en place justement pour pouvoir permettre aux étudiants de s'intégrer dans la société, ce qui n'était pas le cas quand on était là-bas. Alors, il y a pas mal d'évolutions qui ont... la société s'est améliorée à ce niveau, mais moi, une des choses que j'ai vraiment, qui a marqué mon parcours en Allemagne, c'est le côté travailleur. Et travailler de façon dure, comme ne pas croire que la vie est facile. Non, rien n'est facile. Pour avoir ce que tu veux, tu dois te battre. Déjà, nous, même avec la langue, c'est pas évident. Tu dois étudier en allemand. Et en plus, en faisant économie, donc tu peux imaginer les longues manuels, les gros manuels que tu dois mémoriser et tout pour comprendre ce que tu fais. Déjà, c'est pas quelque chose d'évident. Mais aussi, ce qui est bien en Allemagne, si tu parles anglais, tu peux t'intégrer facilement aussi dans la société. Dans les Allemands d'office, la plupart, je dirais 80%, parlent l'anglais. Donc, tu n'as pas forcément besoin de l'allemand si tu parles l'anglais. Avec l'anglais, tu peux t'en sortir aussi. C'est certainement aussi cette expérience allemande alors qui a favorisé ta tournure d'esprit entrepreneuriale peut-être. Exactement, parce que déjà avec cet état d'esprit, quand je suis arrivée au Canada, je pouvais aussi commencer le processus de réintégration avec la reconnaissance des matières, des trucs que j'ai eu à faire déjà en Allemagne. Mais je me suis dit, j'ai le choix. Si j'ai décidé de faire ma vie avec mon mari au Canada, il faut que je comprenne cette société, comment elle fonctionne. Alors, la première étape pour moi, c'était de recommencer l'école sur la base de 0. Comme j'ai recommencé avec la première année pour vraiment essayer de comprendre parce que
Ça, c'est très important quand tu veux t'établir quelque part. Comment fonctionne cette société? C'est clair qu'il y a un système en place qui est déjà là, mais comment je m'intègre à ce système? Et il y a une chose que moi j'ai compris ici au Canada, définitivement, l'école, c'est un très bon moyen d'intégration pour comprendre comment la société fonctionne. Et justement, quand j'arrivais, je n'avais pas encore fondé ma famille et j'étais toute seule avec mon mari. Alors, c'était un peu plus facile de recommencer mon éducation ici, où je me suis inscrite justement dans un programme en administration des affaires. Donc, j'ai fait d'abord le commerce international et après le marketing. Je me suis spécialisée en entrepreneuriat. Mais entre-temps, je travaillais aussi comme, j'ai toujours, parce que moi, j'ai fréquenté en anglais et ça aussi, c'était un point important parce que déjà en Allemagne, j'ai étudié en allemand. Je n'avais pas tellement l'occasion de parler français, sauf quand j'étais avec des amis ou bien mes frères et tout. C'est là où je parlais français. Et arrivé au Canada, j'arrive directement à Windsor parce que là, c'est à Windsor que je suis arrivée. Généralement, d'accord. Ah oui, quand on c'était la arrive, question que j'allais te poser parce que j'ai cru comprendre que ton mari était installé ou faisait ses études à Montréal, peut-être. exact. Mais Et lui, il a vous fait avez ses... choisi Windsor. Alors, avant d'ouvrir cette page canadienne, parce que ça va vraiment être le cœur, je pense, de l'entrevue, on va marquer une courte pause, si tu veux bien, Dorine, avec ton premier choix musical qui est très à propos, puisque c'est Corneille que tu as choisi avec le très beau titre Parce qu'on vient de loin. Je propose qu'on écoute quelques notes et ensuite tu vas me parler de ce choix. Exact. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. Le génial Corneille avec quelques notes de Parce que l'on vient de loin à l'instant. Dorine, ton premier choix musical. On comprend que, bien évidemment, une vie d'immigrante par l'Allemagne, puis arrivée ici au Canada, à Windsor, c'est un choix tout trouvé. Parle-moi un tout petit peu de ton choix de Corneille. Tu connaissais l'artiste, j'imagine, déjà avant de venir au Canada? Oui, je connaissais l'artiste. Je connais Corneille depuis. C'est un artiste que j'aime bien ses chansons parce que je trouve que le message qu'elles évoquent, le message est très profond. Et justement, chaque fois que... je ne sais pas si toi aussi, Guillaume, ça t'est déjà arrivé. Parfois, tu restes en tant qu'immigrant, tu regardes ton parcours. Avec mon mari, on fait souvent cet exercice et aujourd'hui, on le partage avec nos enfants. Et quand j'écoute ces chansons de Corneille, c'est comme tout le chemin que tu parcours, comme c'est pas facile, c'est vrai, mais tu dois toujours te rappeler d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et ça, c'est très important. Qu'importe, ça fait combien d'années depuis 2006 que je suis 17 ans d'immigration déjà, plus ou moins. Ouais, ouais, Mais ouais. oui, ça fait quand même pas mal un bon bout. Mais en écoutant cette chanson, ça me rappelle, OK, on vient de loin, comme c'est du chemin. Il y a encore du chemin à faire, mais je n'oublie pas d'où je viens. Toutes les batailles, tout. Je ne dirais pas bataille vraiment, mais disons tous les obstacles, mais aussi des victoires remportées pendant tout ce cheminement. C'est important de se le rappeler. Alors voilà, un autre bel enseignement à retenir certainement de cette entrevue, se souvenir de ses racines effectivement en tant qu'immigré, en tant que nouvel arrivant. Et lorsque l'on s'établit pendant plusieurs années dans un pays, eh bien malgré tout, on garde toujours ses racines en soi. Et c'est pour le pays qui accueille aussi ce qui fait la richesse justement de l'immigration, c'est que ces gens qui viennent de partout dans le monde arrivent avec des bagages très divers, arrivent avec des connaissances, arrivent avec une culture qui Exact. s'agrémente dans le pays. C'est ça vraiment. Et c'est ça qui crée vraiment ce beau melting pot que nous avons présentement au Canada parce que, comme on dit, c'est vrai, on vient dans une nouvelle société, mais on apporte aussi avec nous une culture qui est peut-être différente, qui dit que qu'est-ce qui est, c'est pas forcément parce que quelque chose est différent que c'est mauvais. Non. Ça vaut la peine parfois d'explorer et de sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir découvrir. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, je t'ai dit tantôt que j'étais au pique-nique à l'école de ma fille. Et on a discuté entre nous, quelques familles. On s'est dit, vous savez quoi? L'année prochaine,
on va faire ça différemment. On va amener, parce qu'au Cameroun, on fait les beignets africains là. Et c'est beaucoup, c'est vraiment, c'est bon. Alors, que d'amener toujours les beignets préfaits à la maison, on va les faire sur place. On va amener les plantains frits, on va les frire sur place. Comme ça, c'est une façon aussi à la communauté de voir comment on cuisine et on a cet échange culturel. Je sens que je vais te demander quelques recettes de cuisine après cette entrevue, Dorine. Tu me mets déjà l'eau à la bouche. C'est vrai que la culture, ça passe aussi par des choses comme la cuisine, par des choses qui peuvent paraître parfois triviales, mais qui enrichissent considérablement un pays comme le Canada. Merci pour ce premier choix de Corneille. Moi, j'adore Corneille, donc c'était très agréable. Mais si on ouvre cette page canadienne de ta vie avec ton arrivée à Windsor en 2006, comment est-ce que tu trouves cette ville qui pour nous à Toronto n'est pas toujours très bien connue? C'est une ville qui est de moyenne importance. C'est pas une petite ville, c'est déjà une grande ville, mais surtout aujourd'hui, elle grossit, je crois, beaucoup. Mais comment est-ce que s'effectue la transition avec l'Allemagne, justement? Oh là là, ça c'est une très bonne question. Ouh! Quand j'arrive à Windsor en 2006, et je me rappelle encore, parce que je suis arrivée la nuit à l'aéroport, déjà l'aéroport était différent. Et juste pour vous dire, avant que mon voyage au Canada, c'est mon premier voyage que je faisais au Canada. Alors avant cela, il y avait une émission sur TV5 qui présentait le Canada et tout et tout. Mais ça m'était comme, waouh, Dorine, c'est génial ça, tu vas où comme ça, c'est beau là-bas et tout et tout. J'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est super. Ben, moi, je n'avais pas eu la présence d'esprit de faire ma propre recherche sur la région de Windsor. C'est vrai que quand on parlait de Windsor, on voyait Détroit, la capitale automobile et tout, Oui. de manière générale. Mais quand j'arrive à Windsor en 2006, wow, le contraste est vraiment immense. Comme déjà, pour moi, tout est XXL. Ça, il faut le dire, quand tu sors d'un continent européen où tout est petit, absolument, oui. et tu te retrouves. Ça me fait toujours le choc quand je reviens en Europe de voir à quel point les rues sont petites, les voitures sont petites. Exactement. Tout est XXL. Et OK, bon, ça c'est correct. Là, on commence un peu à comprendre. Mais au fur et à mesure que je reste dans la région, je commence à me balader, mon mari et moi, on commence à se balader. Je remarque une chose, beaucoup de closing. Comme il y a beaucoup c'est comme tout était en train de fermer. Et là, quand j'ai commencé à suivre mes cours en économie, j'ai compris pourquoi. Parce que c'est là où j'ai compris avec la crise automobile. C'était le pic, hein, n'est-ce pas, à ce moment-là? C'était le pic. 2007, justement. 2006, 2007, 2008, c'était vraiment le pic. Et parce que quand j'arrive, je vois que c'est une ville comme triste, sombre, comme même la population, il n'y a pas vraiment trop de gaieté, comme je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on a atterri, Guy? Où est-ce que tu m'as amené là? Bon. Oui, c'est une ville fantôme presque, un petit peu comme Détroit à ce moment-là. C'est comme ça que la région était avant. Ouais. Mais quand je suis rentrée à l'école, j'ai commencé à suivre mes cours en économie. J'ai compris en fait pourquoi, avec la crise automobile, surtout que la région, 60% dépendait du secteur automobile. Alors, donc, ça expliquait cela. Alors, c'était vraiment... Bon, je n'ai pas tellement vécu cela parce que moi, j'étais dans les études. Donc, j'étais en plein études. Donc, ce côté professionnel dans le monde du travail, je ne l'ai pas tellement ressenti parce que, comme je dis, j'étais dans les études. Donc, alors, pour bien comprendre, Dorine, tu étudies à Windsor, à l'université de Windsor? Non, j'ai étudié d'abord au Collège Saint-Clair parce que justement, ça aussi, c'était important dans mon choix. Je m'étais dit, soit je vais, parce que moi, je voulais faire commerce international, marketing et aussi entrepreneuriat. Et en même temps, je ne voulais pas, comment je voulais dire cela? Je voulais utiliser efficacement mon temps, mais pour comprendre ce que je fais. Ayant déjà étudié à l'université en Allemagne économie, je trouvais que c'était très théorique. Et alors, je me suis dit, OK, je vais plutôt fréquenter en anglais, je vais aller au collège qui est plutôt pratique parce que avant de maintenant continuer à l'université. Alors, je me suis renseignée sur les différentes options. Au lieu de commencer directement à l'université de Windsor, Odette School of Business, alors je me suis inscrite plutôt au collège, Sinclair College, qui avait un partenariat avec Davenport University aux États-Unis. Donc, ce qui fait que je pouvais suivre mes cours de business
j'ai suivi commerce international, marketing, et ensuite, ils ont reconnu tous mes crédits et j'ai juste fait une année pour valider mon baccalauréat, justement, en marketing avec une spécialisation plutôt en entrepreneuriat. Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers pour ton installation en termes des défis qu'on rencontre en tant qu'immigré, d'abord en termes de visa, de papier, des choses comme ça, et puis en termes de compréhension du système éducatif, du système d'emploi, de toutes ces choses-là. Est-ce que tu as le sentiment que l'adaptation a été facile ou il y a eu des moments un petit peu plus complexes? Comment est-ce que tu as surmonté ça? Bon, au niveau de l'adaptation, déjà, j'étais un peu, je vais dire chanceuse que mon mari était déjà là. Ça faisait quand même, il a quitté Montréal parce qu'il était dans la recherche à Montréal et puis il a changé de carrière pour venir en éducation. En fait, c'est l'éducation qui l'amène à Windsor. Donc, il connaissait déjà un peu ce qui a aidé beaucoup au niveau de mon intégration. Au niveau des documents administratifs. Là où j'ai trouvé un peu qu'il y avait le bémol, c'est au niveau des services en français. Alors justement, ça m'intéresse aussi de savoir comment était Windsor au niveau de la francophonie à l'époque Oh mon Dieu! et peut-être dresser un rapide parallèle avec ce qu'il en est aujourd'hui. C'est un contraste. À cette époque, c'était très, 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 très difficile de se faire servir en français. Je me rappelle, surtout que moi, quand je commençais, mon anglais, je pouvais comprendre, mais mon anglais n'était pas vraiment le top comme le top. Non, je pouvais me débrouiller, mais moi, automatiquement, puisque je savais que le Canada était bilingue, quand j'allais, par exemple, faire ma carte de santé, ma carte d'assurance sociale, des trucs comme ça, là, pour moi, quand j'allais dans un service gouvernemental, je demandais, je vais être servi en français. Et qu'est-ce que C'est d'ailleurs un bon réflexe, on le rappelle aux auditeurs, si on veut que la francophonie se maintienne forte dans notre région, eh bien, il faut exiger des services en français lorsqu'on en a la possibilité. Et je me rappelle, j'avais presque attendu 1 heure de temps pour qu'on trouve quelqu'un dans l'édifice qui parlait français. Ça a été le premier choc. Et même au niveau des appels à l'époque, quand tu appelais pour te faire servir en français, c'était difficile. Tu restais en attente pendant des heures, comme 1 heure, 2 heures. Si tu n'es pas vraiment patient et tout, tu vas juste abandonner. Mais je pense que ça s'est beaucoup amélioré. Non, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Parce que je le vois, par exemple, aujourd'hui, quand je sors, par exemple, avec mes enfants, moi, partout où je vais, je parle français. Même quand je vais à Costco ou bien dans les épiceries, pour moi, c'est automatique et il y a plusieurs francophones, quand ils te voient parler français, ça devient comme une culture de vie. Quelle est la nature de la communauté francophone à Windsor? J'imagine qu'elle est aussi très multiculturelle, un petit peu comme ce qu'on a à Toronto. Elle est très, très, très multiculturelle à Windsor. Comme on a des Franco-Ontariens, on a des gens du Québec, on a les Africains, les Haïtiens, comme c'est vraiment un vrai melting pot que nous avons à Windsor. Et c'est une vraiment francophonie qui est très, très vivante dans la région. On n'est pas tellement nombreux, mais le peu que nous sommes, nous faisons de très, très belles choses. Et il faut aussi reconnaître, quand je suis arrivée à Windsor, c'est vrai que la ville était petite, elle était comme une ville fantôme, mais je m'étais dit dans le mindset, parce que mon premier Noël, je l'ai passé à Montréal. Ça, il faut le rappeler. Cette expérience m'a aussi marquée. Et à Windsor, on avait des températures comme 17 degrés, 18 degrés en décembre. Je vais à Montréal, je me dis, OK, comme c'est plus ou moins la même chose, moins 20, moins 30. J'ai dit, c'est comme, non, merci, je rentre. Je reste à Windsor. Pour ça, Windsor est plutôt le plus septentrional qu'on puisse avoir. Ouais. Exactement. Alors, ça a aussi été un des choix déterminants pourquoi on est resté dans la région à cause de la météo. Quand on regardait les conditions météorologiques ailleurs, on s'était dit non. Avec ça, c'est vrai que la ville, elle est presque fantôme, mais la situation ne va pas rester comme ça définitivement. Alors, donc, j'ai fait le choix de rester ici, là, et de terminer mes études là. Et pendant que j'étais justement ma connexion avec l'éducation, pendant que j'étais à l'université comme job, j'ai commencé à travailler justement dans les écoles. C'est là où a été mon premier contact avec les écoles. Tu devances ma prochaine question puisque j'allais te demander comment est-ce que tu as fait cette transition avec le domaine de l'éducation, toi qui étais parti plutôt vers l'économie au départ. Exactement, parce que moi, c'était plus ce côté business, entrepreneuriat, créer ma propre entreprise et tout. Et en même temps, quand j'étais aux études, j'ai aussi en même temps eu mes enfants. En même temps, ça, c'était pas facile. OK. Donc, J'ai 3 enfants.
Aujourd'hui, C'est de devenir mère de famille et la famille qui t'a peut-être aussi incité à t'intéresser davantage à l'éducation. quand ils ont commencé à grandir et quand Ouais. j'étais déjà dans l'emploi, parce que c'est quand j'ai eu ma fille, justement, que après mon congé de maternité, je me suis dit non, je ne retournerai pas dans mon ancien emploi, dans ma compagnie d'assurance. Alors, quand j'étais aux études, j'étais allée dans une foire d'emploi qui était organisée et je parlais en français, je répondais à un coup de fil en français. Il y a un des employeurs, le programme Odyssée pour les moniteurs de langue, justement, la dame m'a entendu parler français. Et elle m'a dit, mais tu parles français? J'ai dit, oui, je parle français. Voici un programme justement dans les écoles. J'ai dit, oh, c'est parfait. Alors, c'est comme ça qu'a été mon premier contact avec les écoles. Je pense que ça, c'était comme en 2007, où que j'ai commencé à travailler pour le Conseil scolaire catholique Providence. C'est ça, et donc tu enseignes toujours d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse. Oui, j'ai enseigné depuis 2011. J'ai enseigné et puis ça fait 2 ans et demi que j'ai pris une pause justement de mon emploi en tant qu'enseignante pour me consacrer justement à l'organisation dont je dirige, Épelle-moi Canada. Mais c'est ça. Et pendant avec ma transition en enseignement, c'est là où j'ai senti justement le besoin avec les enfants. C'était important de faire ce choix de carrière-là, surtout avec les enfants. Mais aussi, ça m'a permis de comprendre que même en éducation, il n'y a pas que l'enseignement, non. Et c'est là où le côté entrepreneuriat, j'ai compris parce que souvent, quand on voit l'éducation, on se dit il n'y a que enseignant ou bien direction d'école, c'est tout ce qu'on connaît. Des postes administratifs. Non, il y a tellement de domaines dans l'éducation qui sont inexplorés et où tu peux bâtir ta carrière avec cela. Alors ça, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte que tu m'en parles davantage. Et puis, évidemment, on va évoquer Épelle-moi Canada et ses belles réussites et tous les programmes. Mais on marque une courte pause de nouveau musicale avec ton second choix. Et ce sera Maître Gims ou Gims, comme on l'appelle maintenant, avec le fameux Sapé comme jamais. Pourquoi avoir choisi ce deuxième titre? OK, ce deuxième titre, Sapé comme jamais. Quand j'étais enseignante, j'enseignais les arts dans une petite école dans la communauté, l'école Saint-Ambroise. Alors, j'étais presque la seule noire dans l'école. Et pendant ma classe de musique, je voulais comme une musique qui va faire bouger et tout. J'ai demandé aux élèves, j'ai demandé d'abord à mes enfants, parce que comme mes enfants, ils avaient au moins plus ou moins la même tranche d'âge que mes élèves à l'école, j'ai demandé à mes enfants, comme, quelle musique est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent aimer? Ils m'ont dit, maman, à l'époque, c'était Sapé comme jamais qui était très, très populaire. Ouais. À l'époque. Alors, j'arrive à l'école, je suis tellement excitée et tout. J'ai dit à mes élèves, OK, les amis, là, on va bouger et tout. Est-ce que vous connaissez Maître James Sapé comme jamais? Non. J'ai dit, quoi? Ils me disent, non, madame, on ne connaît pas. Il y avait juste un seul qui dit, madame, je le connais. Je dis, mais ça ne se peut pas. On est où là? OK, on va commencer à faire nos recherches sur la musique. Alors, à travers cette chanson, j'ai amené mes élèves justement à découvrir la musique francophone internationale. Donc, c'est parti de cette chanson. C'est pourquoi, et surtout dans des petites communautés comme ça où il n'y a presque pas de diversité, les jeunes ne sont pas souvent exposés à ce genre de musique. Ils sont habitués à une façon de faire. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de rester dans cette école-là, parce que des écoles de campagne, si on veut aussi les amener à s'ouvrir à la diversité, il faut les présenter cela. Alors, dans cette chanson-là, quand je l'écoute, ça me rappelle toujours l'introduction de mes élèves un peu à la musique internationale francophone. Alors voilà, faire découvrir la musique internationale francophone et les nouveaux talents d'ici et d'ailleurs, c'est évidemment aussi notre mandat à Choc FM. On est très heureux d'écouter tout de suite un extrait de Gims, Sapé comme jamais. Sapé comme jamais, des jamais, sapé comme jamais, jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, des jamais, sapé comme jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guigo Lambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, voilà oui, voilà non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça roule
façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Et voilà un court extrait de Gims avec Ça paie comme jamais. On est toujours sur l'émission Plus proche de vous avec mon invité Doreen Tchemleu. Je suis très heureux, Doreen, maintenant d'ouvrir cette page de ton projet, de ton bébé Épelle-moi Canada, qui est, je pense, maintenant très connu dans notre région et même bien au-delà, parce que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais vous avez organisé des concours au-delà des frontières de l'Ontario. Mais avant toute chose, explique-nous, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, quel est le principe de Épelle-moi Canada et puis quelle a été la genèse, comment est-ce que l'idée t'est venue, comment est-ce que tu as mis en place cette organisation? Alors, Épelle-moi Canada, ça a été créé en 2016 à travers l'appui de l'organisme anglophone Spelling Bee of Canada. Déjà, c'est là, pendant ma carrière, quand j'ai commencé en tant qu'enseignant, une des choses que j'avais remarqué, c'est qu'on mettait beaucoup d'emphase sur les sports au Canada. Donc, les jeunes qui n'avaient pas de talent sportif, qui étaient un peu plus comme littéraires, ils n'étaient vraiment pas valorisés. Alors, pour moi, je ne trouvais pas ça tellement correct parce que moi, je crois que chacun mérite d'être sous les projecteurs. Alors, j'ai aussi été présidente depuis 2011. En 2011, j'ai commencé un peu à m'impliquer dans ma communauté ici à Windsor et j'ai occupé le poste de présidente de la communauté camerounaise. Et pendant mon mandat, justement, on a organisé un concours d'épellation qui a été super parce que c'était ouvert, c'était pas seulement pour les enfants du Cameroun, mais c'est de la communauté camerounaise, mais c'était vraiment pour tous les jeunes dans la communauté. Alors, avec mon esprit d'entrepreneuriat et tout, je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose de plus grand? Parce que même quand on travaillait sur le projet, instinctivement, j'ai commencé à faire la recherche et tout pour voir est-ce qu'il y a déjà des organismes au Canada qui font des trucs pareils et tout. Et là, je suis tombée sur Spelling Bee parce que eux, ça faisait quand même pas mal d'années que le Spelling Bee existe au Canada et plus d'une centaine d'années aux États-Unis. Alors, donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. On a demandé l'appui avec l'aide on a contacté Spelling Bee en 2016 pour nous guider dans cette approche et tout. Et au début, il n'était pas très, très voulant. Il voulait au moins qu'on mette quand même quelque chose en place. Mais il y a, le destin existe. Moi, je crois fortement que le destin existe. Le destin m'a remis en place m'a permis de me de connecter avec la fondatrice de Spelling Bee, Julie Spence. Et il y avait d'abord ce contact humain qui était très important. Quand on s'est vu, on a connecté. Et elle était voulante justement de nous accompagner parce qu'elle trouvait que c'est un peu comme ça qu'elle a commencé. Il y avait 27 ans de cela. Et l'amour pour les jeunes. Parce que ça, il faut le dire, quand tu travailles avec les enfants, tu dois aimer les enfants. Les enfants ne sont pas faciles, mais chacun d'eux essaie de communiquer quelque chose d'une certaine façon. Alors, c'est vraiment à toi de trouver cette chose-là. Et comme je dis, il y a les jeunes, surtout moi, je remarquais à l'école que les jeunes qui étaient un peu intello, comme on les appelle les nerds, ils étaient un peu comme taxés. Et ça m'a fait très, très mal. Et je me suis dit, non, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est, j'ai formé une équipe. C'est pas Doreen seule qui est dans Épelle-moi Canada, non, il y a toute une équipe qui a travaillé fort pour que le programme voie le jour. Et on a commencé, bien évidemment, chacun venait avec son expertise. Ça aussi, ça a permis vraiment de nous propulser, d'aller un peu plus loin. Et on a commencé en Ontario et ensuite on a ouvert des programmes dans les autres régions comme la Nouvelle-Écosse, le Québec. Et une fois même aussi, je pense, avant la pandémie, on est allé jusqu'en Belgique, au CHE par l'École internationale. Oui, on reçoit beaucoup de demandes de partenariat. Certains sont sérieux et aboutissent et d'autres, bon,
pour des moyens, pour X ou Y raison, c'est endormi. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Épelle-moi Canada? Beaucoup de gens se posent la question, oui, on fait les concours d'épellation, ça, on nous connaît là-dessus. Alors, pour le concours d'épellation, d'abord, notre mission, c'est vraiment de renforcer la capacité linguistique des jeunes. On est là pour renforcer. L'école, c'est vrai, l'école a sa place. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les jeunes, hormis leur salle de classe, même pas dans le cadre de l'école, c'est l'anglais. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Nos bureaux à Choc FM se trouvant au sein d'un complexe scolaire, c'est ce qu'on peut observer au quotidien. Les élèves dans les couloirs de l'école se mettent à parler anglais, alors que l'école est francophone. Et alors que l'école est francophone. Et une langue se vit. Une langue doit se vivre. Une langue, c'est vrai, ça s'apprend, mais il faut vivre cette langue. Alors, nous, vraiment, notre mandat est de renforcer cette capacité linguistique des jeunes à travers des activités parascolaires pour que chaque jeune développe son plein potentiel et il se sente fier et il sent qu'il peut développer son plein potentiel, qu'importe ses intérêts. Ça, c'est très important aussi pour nous. Il faut que ça intéresse le jeune, il faut que ça vienne de lui. La langue n'est qu'un moyen d'exprimer cette force qu'il a en lui. Alors, nos programmes sont vraiment orientés vers cela. On a ce programme national d'épellation que nous mettons et ça permet justement non seulement le vocabulaire, mais la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'il faut le reconnaître, nos compétitions, ça mobilise beaucoup de gens. Et vous voyez, imaginez un jeune de 6 ans qui parle devant 400 personnes. Même souvent, nous-mêmes en tant qu'adultes, on ne peut pas le faire. Alors, le jeune, il apprend cela déjà dès le bas âge. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi? On crée des ressources pédagogiques parce qu'on adapte nos programmes avec des ressources que nous créons justement pour outiller les jeunes, pour outiller les personnes qui veulent mettre en place des programmes pour renforcer la capacité linguistique des jeunes au sein de leur organisation. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? On met en place des programmes d'accompagnement, on accompagne. Non seulement on fait des formations, on accompagne. Donc, on a de nouveaux programmes en leadership et en entrepreneuriat. Ça va super, super bien avec les jeunes parce que surtout les jeunes ados, ils sont dans une phase avec la pandémie, on a observé comme ils se cherchent, ils ne se retrouvent pas. Et beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Ils ne savent même plus qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et il faut être honnête, à l'école, ce n'est pas évident d'écouter tous ces jeunes. On n'a pas juste, comme j'ai été enseignante, la journée d'une enseignante, c'est plein. C'est plein, tu n'as même pas le temps de respirer, parfois même de manger. Par contre, dans la communauté, justement, c'est pourquoi les organismes sont là, parce qu'ils offrent ces programmes qui vont de 1 à 1 avec les jeunes pour les écouter. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'avec ce que tu veux faire, tu peux te faire de l'argent? Et c'est comme ça qu'il trouve un sens à ce qu'il est en train de faire. Il est épanoui et il peut développer son plein potentiel. C'est vraiment intéressant ce que tu dis et inspirant pour moi qui suis père de petits garçons francophones évidemment et qui a envie qu'ils vivent aussi leur francophonie au-delà des murs de l'école. Et puis ce que tu dis sur les effets de la pandémie, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. J'ai lu il y a peu de temps un article chez un confrère média français. C'était une étude qui a été faite et qui montrerait que 8 adolescents sur 10 se disent sensibilisés, en tout cas pensent qu'ils ont des problèmes de santé mentale désormais. C'est une proportion gigantesque, évidemment. On peut imaginer qu'elle est probablement similaire dans un pays comme le Canada. La pandémie a fait beaucoup de mal de ce côté-là. Ça, c'est clair. Et déjà, même qu'avant la pandémie, il y avait le niveau de français qui était en déclin. Les statistiques le montraient que le français était déjà en train de décliner et la pandémie n'est venue que vraiment alors comme, disons, mettre la cerise sur le gâteau. Et au niveau de nos ados, c'est encore plus, la situation est encore plus préoccupante parce que déjà qu'ils grandissent avec les hormones et tout, et la santé mentale, le fait qu'ils n'ont pas pu être connectés avec leur père et tout, même s'ils étaient connectés via les réseaux sociaux et tout, mais le contact humain a manqué et ça crée toujours d'anxiété et tout, ce qui fait qu'on arrive avec une génération zen qui est un peu différente de tout ce qu'on a connu avant. Alors, il faut conjuguer avec cette génération. Et moi, il y a une des choses que j'ai appris justement, c'est le contact humain, le côté humain. Une fois que tu bâtis ce côté humain, qu'importe que ce soit avec un jeune de 6 ans ou un jeune de 16 ans, ça fait une différence. Et une des pensées aussi qui vient toujours me chercher, c'est celle de Maya Angelou, qui a dit « Les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit,
ou de ce que tu as fait, mais ils se souviendront plutôt de ce que qu'est-ce qu'ils ont ressenti en ta présence, de comment tu les as fait ressentir. Alors, ce côté humain, c'est ce que nous mettons beaucoup en avant dans nos programmes. Un autre bel enseignement dans cette émission, Doreen, merci pour toutes ces belles choses. En effet, Épelle-moi Canada, donc on le rappelle, des concours d'épellation bien connus, un petit peu partout maintenant au pays. Et puis aussi, donc, les programmes éducationnels dont tu as parlé. Les jeunes qui sont touchés, ils ont à peu près quelle tranche d'âge? C'est des 6 à 15 ans, c'est ça à peu près? Alors, pour le concours d'épellation, les jeunes, c'est ouvert aux jeunes de 6 à 14 ans pour le concours d'épellation. Et pour les ateliers en leadership en entrepreneuriat, c'est pour les jeunes de 8 ans jusqu'à 16 ans. Un autre volet que nous avons exploré avec la pandémie, ce sont les concours littéraires virtuels. Pendant la pandémie, puisqu'on ne pouvait pas se rencontrer, on a développé le volet virtuel, mais on a plutôt basé cela comme sur la poésie et aussi sur le débat. Et c'est incroyable. On a eu récemment un concours littéraire virtuel et, oh mon Dieu, on était étonnés par le degré de maturité des jeunes. Il y a une chose que cette année nous a encore enseigné en tant qu'équipe, c'est qu'il faut laisser la place aux jeunes de s'exprimer. Les jeunes n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer. Pourtant, c'est vrai, on a déjà comme un certain cliché des jeunes, mais ce n'est pas tous les jeunes. On avait des thématiques aussi simples, par exemple, vivre à la ville ou vivre à la campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les vacances à la ville ou à la campagne. Alors, un jeune de 8 ans te dit, c'est vrai qu'avant, la campagne était paisible, mais aujourd'hui, avec les feux de forêt qui ont commencé à la campagne, on voit que le réchauffement climatique fait que la vie à la campagne n'est plus tellement paisible comme avant. Imaginez un jeune de 8 ans qui vous sort cette réflexion. On a aussi à apprendre des jeunes et des enfants, en effet, et on dit parfois la vérité sort de la bouche des enfants, c'est sûr qu'il y a plein d'enseignements. Et c'est beau aussi de ce que tu disais, de donner la place aux enfants, les laisser s'exprimer aussi, parce que c'est souvent plein de poésie, plein d'idées qu'on n'a peut-être pas en tant qu'adulte. On a perdu cette capacité créative incroyable qu'ont les enfants. Merci Doreen pour tous ces enseignements. On marque une autre petite pause avec ton troisième extrait, Chilo, tout de suite, et c'est le titre Pagaïel. Quelques mots peut-être sur ce choix? Ce choix de Gaël, Chilo par Gaël, c'est une musique religieuse. J'aime aussi beaucoup la musique gospel. Je crois, ironiquement, bizarrement, quand certaines personnes sont comme étonnées, je dis, ben oui, je crois. J'ai grandi dans une famille très, très religieuse et où c'est vrai, il y avait l'église, qu'on allait à l'église, on est catholique de profession, mais l'enseignement autour de l'église, qu'est-ce que tu apprends à travers tout cela? Et puis, et quand j'écoute cette musique de Gaël, c'est comme une musique d'apaisement. Quand je me sens parfois mal et que j'ai besoin comme de retrouver ce réconfort, j'écoute cette musique et puis c'est une vieille chanson, mais les paroles sont profondes et puis ça vient comme apaiser mon cœur. Et c'est pourquoi j'aime bien cette chanson. Parce que quand tu es comme un leader, parfois en tant que leader, tu te sens seul. C'est vrai, tu as ta famille, tu as tes amis et tout, tu as ton équipe avec toi, mais il y a des moments où c'est dur. Tu as besoin comme, je pense que toi aussi tu peux le vivre comme DG. Tu as besoin comme d'avoir comme une source d'inspiration, quelque chose qui va te permettre de comme, OK, j'ai besoin de cette énergie positive. Et moi, je trouve ça dans la musique religieuse. Alors, quelques notes de sérénité tout de suite avec un extrait de Chilo par Gaël, tout de suite sur Choc. Rien ne peut troubler mon cœur en paix.
S'il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Chilo. Chilo, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais Voilà, pas merci encore Dorine pour ce choix musical. Puisqu'on parlait de gospel et que tu m'as expliqué avoir grandi dans une famille religieuse au Cameroun, est-ce que toi-même tu as chanté le gospel? Tu Je la chantais? Oui, ah voilà, ça nous intéresse aussi. On a Ah aussi une oui, radio j'ai fait musicale. la chorale. J'ai fait la chorale quand j'étais au Cameroun. Et même ici à Windsor, hein, Oui, j'ai fait ah, la chorale. formidable. On était un groupe qui avons mis en place la chorale Saint-Esprit à la paroisse Saint-Jérôme. Et c'était vraiment différent parce qu'on faisait nos chansons avec le rythme africain. C'était vivant, c'était réveillant et puis c'était vraiment beau. Mais bon, par manque de temps, je ne chante pas, que je ne vais pas, je vais à l'église toujours, mais m'impliquer dans la chorale, ça devient très, très difficile. Mais ça me manque. Ça me manque beaucoup parce que il faut trouver un peu ces petites choses de la vie qui sont agréables pour toi et qui te font te sentir bien. Et j'essaie un peu aussi d'inculquer cela à mes enfants. Ça fait aussi partie de l'éducation, effectivement, évidemment, la musique, la chanson. Moi qui ai grandi en partie en Afrique, au Gabon notamment, Ah oui? Tu as euh, grandi j'ai- au Gabon? oui, Oui? j'ai eu la chance de côtoyer ce genre de musique aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'énergie positive que ça transmet, et comme tu l'as si bien dit. On en a parfois besoin lorsque les choses deviennent un petit peu Compliqué. stressantes et tendues. La musique apaise. La musique apaise, ça c'est très, très important et ça c'est quelque chose que j'ai appris. Et moi, justement, la musique religieuse, surtout avec des paroles, parce que moi, quand j'écoute la musique, qu'importe le rythme et quel est le message que cela envoie, quelles sont les paroles, c'est un peu comme ça que je me retrouve dans la musique. Alors, avançons encore un tout petit peu dans ta carrière et dans ton parcours, Dorine. Appelle-moi Canada t'a mis sur le devant de la scène avec plusieurs prix que tu as reçus, notamment tu étais l'an dernier récipiendaire du prestigieux Ordre de la Pléiade 2022. Raconte-moi l'expérience, parce que c'est quand même aussi un superbe accomplissement, ça. Aïe, 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 c'est cette médaille. Moi, ce n'est pas la médaille que Dorine a reçue, non, c'est la médaille de toute une équipe. Parce que si Épelle-moi Canada est où il est, c'est vrai, peut-être ça prend un leader, mais si tu es un leader et que tu n'as pas toute une équipe qui croit, qui partage cette vision, qui contribue aussi à bâtir cette vision, l'équation devient complexe. Alors, moi, je crois beaucoup à cette équipe qui travaille très, très fort. C'est pas évident, ça c'est vrai, surtout, c'est une organisation bénévole. Ça prend vraiment des personnes qui sont passionnées, qui croient et qui ont à cœur la jeunesse parce que, veut pas, nos jeunes, c'est l'avenir. Et la question que chacun devrait se poser, si on ne fait pas notre part, quel est l'héritage qu'on les laisse? C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire le travail là, c'est nous. Alors, donc, quand j'ai été nominée pour ce prix et que j'ai appris que je devais le recevoir, toute l'équipe était comme Dorine, tu le mérites et tout. Mais moi, j'ai dit non, c'est pas. Si moi, j'avais la possibilité de cloner, de copier cette médaille, je l'en donnerais à chacun des membres de l'équipe de Pelle-moi. C'est vrai, c'est gratifiant de savoir que ce qu'on fait, ça ne passe pas inaperçu. Mais pour nous, le plus important, c'est l'impact de ça auprès des jeunes. C'est vraiment ça qui est le plus réconfortant. Et surtout qu'on entend aussi les témoignages des parents, de voir l'impact que nous avons eu auprès de leurs enfants et même des enseignants, de voir que les programmes que nous avons mis en place ont aidé à améliorer l'estime de soi et la confiance en soi de leurs élèves. Comme ça me fait comprendre que ça vaut la peine. C'est pas facile, ça, il faut le reconnaître. C'est pas facile. Mais quand tu as une vision et tu te dis, pourquoi je le fais, ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'aime d'abord?
Ça, c'est le plus important. Tu dois être passionné par ce que tu fais. Sinon, ça va être comme, oh mon Dieu, je dois encore le faire. Non. Et ça ne fonctionne pas. Et moi, je dis toujours à mon équipe, et d'abord, on apprend les uns des autres que lorsqu'on travaille avec les enfants, il faut aimer les enfants. Parce que les enfants sentent cette connexion. Et c'est très important qu'ils savent que les personnes qui travaillent avec eux sont là pour eux, pour les écouter. Ils ne sont certes pas faciles, mais à la fin de la journée, ce sont des enfants qui ont besoin d'attention, c'est tout. Et cette médaille, ça représente beaucoup. C'est gratifiant, mais ce n'est pas le plus important pour nous. Alors, parler au nom de nous et pas de je, c'est le propre du bon manager et c'est tout à ton honneur. Et avoir la passion des enfants comme point focal, davantage peut-être que les médailles et les reconnaissances, c'est aussi quelque chose de formidable. Dorine, on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure le passage de la pandémie, mais je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que je pense que, comme beaucoup d'organismes, vous avez été certainement affectés. Je sais que vous avez dû, comme encore une fois beaucoup, passer au virtuel, vous adapter. Vous êtes revenu maintenant en présentiel, justement. Qu'est-ce que ça fait comme évolution dans les programmes de Appelle-moi Canada? Est-ce que tu as le sentiment que quels enseignements tu tires de tout ça? Est-ce qu'il y a du bon aussi là-dedans? Bizarrement, peut-être ce que je vais dire va étonner l'auditoire, mais à Appelle-moi Canada, la pandémie nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien parce que on était déjà rendu à un rythme comme ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est comme une chose à la fois, une chose après l'autre, une chose après l'autre. Et à un moment, tu as juste comme besoin, OK, de ralentir, comme, OK, j'ai juste besoin de comme tout arrêter et OK, on prend le temps de respirer, de digérer et de voir. Parce que être toujours en train de mettre une chose après l'autre, comme on n'a vraiment pas le temps comme d'évaluer et d'apprécier cela. Et la pandémie a été pour nous vraiment, c'est vrai que ça a été un choc, mais le virtuel, je ne dirais pas pour nous parce que déjà, étant donné que on a commencé à travailler avec le virtuel depuis longtemps. Avec un collaborateur au Québec ou en Nouvelle-Écosse, on utilise Zoom depuis longtemps, donc ce n'était pas nouveau. Mais le plus grand défi, c'était de trouver cette carotte qui va rendre, comment je vais dire, le virtuel un peu plus excitant. C'est là où on a exploré différentes plateformes et on est parti avec la plateforme immersive 3D. C'est ainsi qu'on a travaillé avec une compagnie pour créer le campus virtuel immersif d'Appelle-moi Canada parce que qu'est-ce qu'on s'était remarqué, et même plusieurs de nous, comme la plupart sont dans le milieu de l'éducation, les jeunes, après 5-10 minutes en ligne, là, tu les as perdus, comme ils ne sont plus là, comme non. Alors, on s'était dit, on va créer une plateforme où ils pourront agir comme s'ils étaient dans le monde réel, mais plutôt comme des avatars. Parce qu'on sait aussi que les jeunes adorent les jeux vidéo. On les voit, en tout cas, tu as des garçons, Minecraft, ils peuvent passer combien de temps dans Minecraft, dans les Xbox, tous ces jeux-là et tout. Alors, mais si on crée plutôt une plateforme comme ça, mais plutôt dans le domaine des apprentissages, ça va faire une différence. C'est un peu le virage que nous avons fait pendant la pandémie. Et ça Est-ce que tu as le sentiment que ça fonctionne au niveau de l'attention, justement, ce type de système où l'utilisateur est aussi un peu acteur? Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais pour nous, le plus grand bémol, c'est que la technologie, elle est nouvelle au Canada. Ça prend le temps de connaître cela. Et à l'époque, elle ne fonctionnait qu'avec les applications Windows ou Mac. Par contre, dans le milieu scolaire, c'est plus les Chromebooks, les gens ont plus comme le téléphone, c'est plus facile de cette façon. Alors, c'est un peu là où on a eu les défis et on est en train justement de réorienter vers une application plus simplifiée qui s'adapterait à cette technologie-là parce que ça aussi, ça évolue. Aux États-Unis, comme le monde immersif, ils sont tellement déjà avancés avec le Metaverse et tout, comme au Canada, c'est quelque chose qui est nouveau. Et quand c'est nouveau, ça prend un peu de temps, mais ça va faire son chemin parce qu'on doit conjuguer avec. Il faut qu'on soit prête. On ne sait pas quand viendra la prochaine pandémie, mais avec ce que la COVID nous a appris, il y a un seul mot que moi j'ai, deux mots actuellement, la résilience et l'adaptation.
on doit être résilient et s'adapter. Est-ce que tu connais Tech Adaptica et Osni Sawali? Tu as peut-être Exactement. travaillé avec eux? Oui, on a essayé, mais on a essayé quand même de voir comment travailler ensemble. Ça n'a pas abouti, mais effectivement, c'est plus ou moins la même technologie. Et justement, quand j'en ai parlé avec lui, parce que lui aussi, il faut reconnaître qu'il n'opère pas beaucoup sur le marché canadien. Non, son marché n'est pas tellement le marché, la clientèle canadienne, parce que justement, le produit est totalement nouveau, c'est presque pas connu au Canada. Pourtant, dans des autres pays, c'est déjà en train de prendre place. Alors, nous, on essaie comme, OK, ça va faire son temps, mais on ne lâche pas parce que ça prend un peu. Dans la vie d'un produit, il y a plusieurs phases. La phase d'introduction, ça peut prendre longtemps, mais une fois que ça démarre vraiment. Mais tu as le sentiment qu'au Canada, on est peut-être un petit peu en retard de ce côté-là au niveau de l'éducation. On devrait davantage se tourner vers ces technologies, ou en tout cas au niveau des ministères, au niveau des décideurs, on devrait davantage avoir le regard là-dessus. Je ne dirais pas qu'on est tellement en retard. Je ne parlerai pas du retard, mais je parlerai plutôt du fait qu'on a un peu, ça c'est mon opinion personnelle, des défis au changement. Ça, c'est un peu mon observation personnelle. Tout ce qui est changement, c'est un peu comme si ça vient un peu chambouler le système. Or, on doit conjuguer avec le changement. Le changement, peut-être, ça peut être positif ou négatif, mais quand tu es dans une société qui évolue, on n'a pas le choix que s'adapter avec le changement. Alors, donc, pour moi, ce n'est pas, c'est vraiment ce défi au changement qui cause un frein, mais petit à petit, peut-être ça va venir. Et c'est pourquoi il ne faut pas lâcher, c'est pourquoi il faut être résilient et persévérer. On a commencé avec la plateforme, on a vu où il y avait les défis et les écoles, ils étaient emballées avec cela, mais seulement le défi, c'était au niveau de l'accessibilité. Alors, on travaille avec le fournisseur justement pour mettre en place un produit qui est plus accessible pour les utilisateurs. Mais une fois que ce qu'on a eu comme clients dans la plateforme, ils ont adoré l'expérience. Et c'est clair que quand tu ne veux pas rester pendant 2 heures ou 3 heures sur Zoom, tu vas dans la plateforme, c'est différent. Tu changes, même déjà au niveau du cerveau, ton cerveau change d'environnement et ça fait une différence. Alors, on espère que justement, avec tous les changements qui sont en train de se faire au niveau de l'éducation, ça pourrait être un changement qui soit envisageable au niveau des grandes instances. La passion de l'éducation au-delà des murs de l'école, c'est celle de Dorine. Merci beaucoup, Dorine, d'avoir été mon invitée, de nous avoir présenté Appelle-moi Canada. On va rappeler pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et retrouver les programmes en éducation d'Appelle-moi Canada. Appelle-moi-canada.ca, c'est l'adresse tout simplement du site. Je crois qu'on peut vous retrouver évidemment sur tous les médias sociaux également. On va terminer avec un extrait musical d'un artiste qu'on aime beaucoup et qu'on connaît. Il est passé dans cette même émission Plus proche de vous sur les ondes de choc il n'y a pas très longtemps. C'est Abel Maxwell que tu as choisi pour conclure avec ce titre sorti justement pendant la pandémie. Ça va bien aller. Exact. Abel, déjà, c'est un très, très grand ami à moi et j'aime beaucoup sa chanson, j'aime beaucoup la musique d'Abel et quand il a sorti la musique « Ça va bien aller », c'est un message d'espoir qu'il était, pour moi, je l'entends comme un message d'espoir qu'il essaie d'envoyer au public et surtout avec la période de la pandémie qu'on traversait. C'était difficile, c'était vraiment difficile, il fallait trouver des façons de garder le moral élevé et tout. Et quand j'ai entendu la chanson d'Abel, ça va bien aller, j'ai dit, oh mon Dieu, Abel, tu as vraiment le remède qu'il nous fallait. Et c'est un bon artiste aussi, qui a fait son chemin, un immigrant qui a fait son chemin, qui a commencé de rien et qui est en train de prendre sa place dans la musique, quoi. Donc, ça prouve que quand tu travailles fort, quand tu crois en toi et tu crois à tes rêves, les choses se réalisent. Peut-être si ça ne se réalise pas, il y a une raison pour laquelle peut-être ce n'était pas la bonne voie et que peut-être tu dois prendre un autre chemin pour arriver à ce que tu aimerais faire. Voilà encore un bel enseignement pour terminer avec Dorine Chemle, mon invité. Dans Plus proche de vous, c'était Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM. On se laisse avec les bonnes vibrations d'Abel Maxwell tout de suite. Merci beaucoup et au revoir. Merci Dorine, à très bientôt. À très bientôt.
ramène gros. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Regardez tout en avant et s'éloigner de ces tourments. La tempête va finir par passer, tout ça va se tasser. Tu veux tout laisser tomber, tomber, et enfin tout oublier, oublier. Sais-tu que pour mieux avancer, il faut tout bien gérer. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts. Je sais que tu ne perdras pas pied, l'épreuve te rend plus fort.